bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 3 octobre. Voici le programme de ce soir. Sans eux, impossible d'envoyer un mail ou de se connecter à une application. Les data centers sont essentiels pour faire fonctionner nos ordinateurs ou nos téléphones. Hier, un nouveau centre de données a été inauguré à Magny-les-Hameaux. Le ministre délégué en charge du numérique, Jean-Noël Barrot, était sur place, nous aussi. Ils étaient 1000 à venir voir s'entraîner les joueurs de l'équipe de rugby du Pays de Galles au stade de Porchefontaine à Versailles. La ville accueille la sélection durant la Coupe du Monde de rugby. Certains en ont profité pour demander des autographes et pour échanger avec leur idole. Nous parlerons également de rap ce soir dans votre 7-8. Après Marseille et le 93, c'est au tour des Yvelines de créer leur propre compilation. Parmi la cinquantaine d'artistes présents, on retrouve notamment La Fouine, Bosch ou encore 47 Terre. Leur objectif, montrer leur appartenance au territoire et porter un message d'apaisement entre les quartiers. Et puis l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission avec John Colemalé, le maire adjoint délégué à la communication de Buc. Ce week-end, la bande dessinée est à l'honneur pour la 30e année au château de Buc. Une cinquantaine d'auteurs est attendue venant de Belgique, d'Italie ou encore de Serbie au programme dédicaces, animation et exposition. Mais tout de suite, on prend la direction de Magny-les-Hameaux. Je vous le disais en début de cette émission, hier, Jean-Noël Barrot, le ministre délégué en charge du numérique, inaugurait un nouveau data center. Ce nouveau centre de données se veut éco-responsable. Le reportage de Régine Ralech. Santé. Avec une surface de plus de 10 000 m², ce data center s'inscrit dans la continuité de la souveraineté européenne. Téléhouse l'a inauguré à Magny-les-Hameaux ce lundi 2 octobre en présence du ministre de la Transition numérique et des télécommunications. Nous avons là un centre de données qui va être destiné en priorité aux acteurs souverains, à des Dassault Systèmes, à des Thales qui sont géographiquement assez proches d'ici, puisque nous avons un territoire qui est très numérique et très fortement marqué par la souveraineté numérique. Fioul végétal, absence de gaz frigorigène, le data center se veut éco-responsable en mettant en place des actions concrètes pour réduire ses émissions de gaz. Quand on émet du CO2, c'est notre responsabilité de tendre vers le réduire. Et c'est le cas pour les data centers qui consomment beaucoup d'énergie, qui consomment beaucoup d'électricité. Donc notre responsabilité, c'est de prendre ce sujet à bras-le-corps et mettre des actions concrètes qui permettent d'arriver à zéro CO2 pour cette activité. Parce que l'essence même du numérique, c'est de décarboner l'économie. C'est-à-dire de réduire les flux physiques qu'il y a sur Terre et de les passer sur le numérique qui devient décarboné. Donc pour faire ça, on a une obligation et on essaie de remplir cette obligation. En voulant contribuer à un avenir plus durable, Téléhouse s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2026. Allez, c'est l'heure à présent de faire le point sur les informations à retenir dans les Yvelines avec Gabriel Gontier. Et on commence ces informations, Gabriel, par une inauguration qui avait lieu ce matin au Mesnil-le-Roi en présence de Valérie Pécresse. Oui Mathilde, après un an de travaux, l'heure était à l'inauguration de la première tranche de la nouvelle voie verte. Pour l'occasion, la présidente de la région Île-de-France s'est rendue sur place, comprenant des pontons, des zones de protection écologique ou encore des parcours sportifs. Cette voie va permettre aux familles et aux personnes à mobilité réduite de profiter à nouveau des berges et de développer l'usage du vélo. On écoute les propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. On sait que c'est une grande demande de nos concitoyens de toujours développer des aménagements, des pistes cyclables pour pouvoir pratiquer le vélo, que ce soit pour aller au travail ou pour le plaisir en famille. Et donc là, on a un magnifique projet qui permet à la fois de profiter de la nature en bord de Seine et aussi de se déplacer à vélo. Et la deuxième phase des travaux, Mathilde, concernera le raccordement des pistes cyclables en bord de Seine des communes du Pec et de Maisons-Laffitte. À Mantes-la-Jolie, maintenant, un lycée a été visé ce matin par un tir de mortier d'artifice. Oui, il s'agit du lycée Jean Rostand et ce n'est pas la première fois qu'il est pris pour cible. Ce matin, peu avant 9h, un individu cagoulé a visé le personnel de l'établissement, notamment la proviseure adjointe, avec un tir de mortier. Un élève a été légèrement blessé au mollet. Une enquête a été ouverte et l'individu est recherché. En réaction, les professeurs du lycée ont exercé leur droit de retrait. Les élèves, eux, n'ont pas eu cours cet après-midi.
Les salariés de Keolis viennent d'entamer une 4e semaine de grève. Oui, la mobilisation ne faiblit pas sur le site de Montesson. Mobilisés depuis 4 semaines, les grévistes de l'opérateur de transport public demandent une amélioration de leurs conditions de travail et le rétablissement de leurs primes supprimées. Ce matin, le député insoumis des Yvelines, William Martinet, a apporté son soutien aux grévistes en se rendant sur place. Un mot de sport maintenant avec le retour de la Transat Jacques Vabre. Oui, la présentation de la 16e édition de cette course transatlantique en duo s'est déroulée cet après-midi à Paris. Alors parmi les 200 participants, 2 Yvelinois, Louis Burton, originaire de la Selle-les-Bordes près de Rambouillet, partira sur Bureau-Vallée. De son côté, le Versaillais Éric Bellion s'élancera sur son nouveau bateau Stand As One, départ de la course le 29 octobre depuis Le Havre pour rejoindre la Martinique. Et on termine ces informations avec la 5e édition de la Nuit du droit. Ça aura lieu demain soir. Oui, tout à fait. Depuis 2018, cet événement célèbre le droit sur tout le territoire. Chaque 4 octobre, alors l'objectif, c'est de célébrer l'anniversaire de la Constitution et de mieux la faire connaître aux citoyens en organisant des rencontres. À Versailles, plusieurs lieux ouvrent leurs portes au public. C'est le cas du tribunal administratif ou encore du tribunal judiciaire. La faculté de droit de l'Université Versailles-Saint-Quentin à Guyancourt participera également à cette nuit du droit. Vous pouvez consulter les lieux et les programmes en détail sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier. Et si vous aussi, vous voyez une information ou une image qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Un peu de politique à présent. Ancien député des Yvelines et actuel vice-président du conseil départemental, Philippe Benassaïa présente sa candidature à la présidence de la fédération du parti Les Républicains des Yvelines. Il affrontera dans cette élection Othman Nasrou, conseiller régional et proche de Valérie Pécresse. Philippe Benassaïa explique à Patrice Carmouze les raisons de sa candidature. Écoutez. Je lance ma campagne le 5 à Versailles. On sera très nombreux. Il y aura Gérard Larcher, Pierre Bédier, Sophie Primas. Il y aura beaucoup d'élus, beaucoup de maires, beaucoup de conseillers départementaux. Tous ceux qui me soutiennent, beaucoup de délégués de circonscription, comme on dit, beaucoup de maires, beaucoup de conseillers départementaux. Donc ça va être le grand moment. Moi, je pars d'un principe très rapidement, même si on en a déjà parlé, qu'il faut à la fois du renouvellement, comme je l'ai dit, mais aussi de l'expérience. Voilà, j'ai fait basculer une ville, j'ai fait basculer une circonscription, j'ai fait basculer un canton. Je pense que cette expérience de terrain est utile pour les Républicains aujourd'hui. Et puis également, il faut aussi, ce que j'ai dit, renouveler de fond en comble la maison. Je n'ai pas dit qu'elle était en ruine, mais elle portait une histoire. Maintenant, je pense qu'il faut maintenant porter un avenir. Et porter cet avenir-là maintenant en matière de communication, en matière de militantisme et en matière de contenu aussi, avec des thématiques importantes comme l'environnement que l'on a tendance de temps en temps à oublier. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien avec Philippe Benassaïa dans l'émission VYP. Et nous avons été rejoints en plateau par John Collet-Mallet. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le maire adjoint à la communication pour la ville de Buc. Ce week-end se tient le festival de la BD au château de Buc. Est-ce que tout est prêt ? Écoutez, nos équipes au service culturel, en tout cas, travaillent d'arrache-pied depuis une année pour préparer cet anniversaire. Vous le savez, nous fêtons cette année les 30 ans. Oui, c'est un rendez-vous important. C'est un rendez-vous extrêmement important. Ça va marquer d'une pierre blanche ce festival pour nous. Nous attendons à plus de 10 000 personnes, après 8 000 personnes en 2022. Nous attendons à recevoir, a priori il va faire très beau, donc nous invitons les familles, les parents à venir en nombre à ce festival où beaucoup de surprises ont été préparées. On va garder un peu de suspense. Je vous propose de dérouler le programme tout à l'heure en fin d'émission. Avant, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous suivez la Coupe du Monde de rugby ? Ah bah oui, un petit peu. On essaye, en tout cas, les matchs de la France. On attend celui de vendredi avec impatience. Également. Donc, je souhaite bonne chance à notre équipe. Eh bien, sachez que hier, c'était l'événement à Versailles, puisque le public a pu assister au deuxième entraînement collectif de l'équipe du Pays de Galles au stade de Porchefontaine à Versailles. C'est le reportage de Michael Elmidoro et de Louis Douchin. Pour avoir le maillot des joueurs, et comme ça, ça fait un souvenir un peu. C'était la chasse aux maillots et aux autographes ce lundi 2 octobre. Le Pays de Galles a ouvert un de ses entraînements au public versaillais au stade de Porchefontaine. Cet après-midi, ils étaient plus de 1000 supporters autour du terrain. Bon, c'est une bonne chose qu'ils soient là, de voir qui s'entraînent.
C'est un plus pour Versailles et pour le club de Versailles, je pense. On a une chance aujourd'hui de pouvoir les voir s'entraîner et puis de leur rendre hommage et honneur en fait en étant présents autour du stade. Après un entraînement d'1 heure, le 15 du Poireau s'est prêté à un bain de foule auprès du public, un moment de partage qui a duré une dizaine de minutes. On a bien été accueillis à Versailles. On espère rester plus longtemps dans le tournoi pour profiter de ce bel endroit. J'adore la France, je sais que la France est une terre de rugby et les Français sont de très bons supporters. Installé dans la cité royale sur la pelouse du Rugby Club de Versailles, pendant toute la Coupe du Monde du rugby, la ville se félicite de l'engouement généré par la venue des rugbyman britanniques pendant la compétition. Certes, on a ouvert le 3 septembre, mais on a enfin la récompense de les voir sur site et surtout de le faire partager à notre population. Donc le premier entraînement ouvert au public de ce vendredi et aujourd'hui le second, on le prend comme une récompense pour la population, pour les agents qui se sont investis et sous un magnifique soleil, donc on ne peut être que ravis. Prochain match pour les Gallois ce samedi, ils joueront leur dernier match de poule face à la Géorgie à Nantes. Les Dragons Rouges sont pour l'instant premiers et devraient se qualifier pour les quarts de finale. L'occasion pour le 15 du Poireau de prolonger son séjour à Versailles au plus grand bonheur des supporters. Allez, c'est l'heure à présent de passer à notre page culture. Et on commence cette page culture par un tout nouveau format. Chaque mardi, une salle de spectacle du territoire vous donne 3 raisons d'aller voir une pièce, un ballet ou un concert. Aujourd'hui, c'est la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux qui vous donne 3 raisons d'aller voir 3 cafés gourmands le vendredi 20 octobre. Bonjour, je m'appelle José Cachin, je suis maire adjoint délégué à la culture et l'événementiel à Montigny-le-Bretonneux et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous donner 3 bonnes raisons d'aller assister au concert de 3 cafés gourmands. La première raison, elle est très simple. Vous n'êêtes pas sans ignorer l'actualité et vous avez certainement entendu dire que 3 cafés gourmands allaient se séparer à l'issue de la tournée 23-24. Donc j'aurais tendance à dire que pour les inconditionnels, c'est une occasion supplémentaire de les voir et c'est peut-être la dernière fois. Et pour ceux qui ne les connaissent pas encore, c'est l'occasion de les découvrir, mais également peut-être aussi de les voir la dernière fois. La deuxième raison, c'est que c'est un album auquel a collaboré Jean-Jacques Goldman. Tout le monde connaît Jean-Jacques Goldman, bien évidemment, et la patte qu'il met à chaque fois démontre, ou témoigne en tout cas, que c'est un label de qualité. Et puis enfin, la troisième raison, elle est toute simple, c'est que 3 cafés gourmands, ça s'écoute, ça se chante et ça se danse. Donc c'est une occasion inespérée de passer une soirée en famille. Voilà en quelques mots les 3 bonnes raisons d'aller voir 3 cafés gourmands. Alors 3 cafés gourmands, c'est un concert qui se déroulera le 20 octobre à 20h30 à la ferme du Manet. Elle veut juste dire je t'aime. Alors est-ce que ça vous a convaincu, Gabriel Gontier, John Collet-Mallet, d'aller voir les 3 cafés gourmands ? Bah oui, en plus c'est un des derniers concerts, on l'a compris, qui se passe à côté, donc oui, pourquoi pas. Il a donné 2 raisons sur 3 qui me plaisent beaucoup. Goldman, j'adore Jean-Jacques Goldman. Et puis passer une bonne soirée après le festival de Buc, pourquoi pas. Oui, et puis on a toujours cette musique qui revient en tête, qui nous fait toujours passer une bonne soirée. Je vous propose de poursuivre cette page culture par une exposition. Jusqu'au 20 octobre, l'espace Alphonse Daudet à Coignières accueille une exposition du musée Abbé Pierre sur les caricatures de ce dernier dans la presse. Cette exposition s'inscrit dans un projet d'envergure pour la commune. Sensibiliser tous les publics aux valeurs de l'abbé Pierre. Reconnu comme défenseur des plus démunis, l'abbé Pierre était sans cesse à la recherche de justice et de paix. C'est pourquoi la ville de Coignières a décidé de lui rendre hommage. On était en recherche d'un sujet qui amène à parler de valeurs qui aujourd'hui sont en difficulté. D'ailleurs, notamment les valeurs de solidarité, les valeurs d'ouverture vers l'autre. Et on a trouvé que l'abbé Pierre était une belle figure. Et la plupart d'entre nous l'avaient connu. Et donc cette belle figure, on s'est dit, elle incarne ces valeurs. Et pourquoi pas faire à Coignières une année Abbé Pierre.
Dans cette lignée, l'espace Alphonse Daudet accueille jusqu'au 20 octobre une exposition du musée Abbé Pierre sur les caricatures de ce dernier dans la presse. Ces 4 séquences s'articulent autour des étapes fortes de l'abbé Pierre, notamment les années 50, avec l'appel de l'hiver 54. En 1954, l'abbé Pierre publie une lettre ouverte dans le Figaro où il raconte comment un bébé est mort de froid dans la nuit, dans un contexte où le gouvernement refusait d'accorder de l'argent pour loger les sans-abri. Puis les caricatures dans la presse étrangère. Ensuite, les caricatures de l'abbé Pierre dans les années 80-90. Et donc ensuite, les années 2012. Et l'année Abbé Pierre se poursuit à Coignières. Mardi 10 octobre, la ville organise un ciné-débat à l'espace Alphonse Daudet autour du film I Feel Good. Le directeur du musée Abbé Pierre, de l'association Solidarité Nouvelle pour le logement des Yvelines et le président d'Emmaüs Trapp répondront aux questions des spectateurs. C'est un projet musical jamais vu dans les Yvelines, BOM pour Banlieue Ouest Mafia, réunit près de 50 rappeurs du département, des grands noms comme La Fouine, Bosch ou encore 47 Terre, mais aussi des nouveaux talents. La compilation qui vient de paraître est un véritable cri d'appartenance au territoire yvelinois et souhaite porter un message d'apaisement entre les quartiers. C'est le reportage de Grégory Canalet. BOM, c'est le gang que du sale, on arrive gang. Kilogramme, 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 on arrive gang. Après Marseille et le 93, les Yvelines aussi ont leur compilation rap. Son nom, Banlieue Ouest Mafia. Près de 50 artistes originaires des 4 coins du département ont répondu à l'appel de Chabaudot. Depuis 2020, le trappiste a mené ce projet qui se veut rassembleur entre les quartiers. Il a tourné dans tous les quartiers et surtout du 78. Et il a senti qu'il y avait un besoin d'être tous réunis. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers, il fallait envoyer un message positif. Et aujourd'hui, Banlieue Ouest Mafia, c'est ce message positif qu'ils envoient. La Fouine, Bosch ou encore le collectif 47 Terre, des noms connus du grand public, posent sur la compilation. Certains artistes n'ont pas hésité même à sortir de leur retraite pour se joindre au projet. C'est le cas de Trésor, membre du duo L'Escadrille dans les années 2000. Tout bon rappeur, il se doit de représenter son département. Si tu le fais pas et on t'appelle pas à le faire, c'est que tu as des manquements dans ta technique et peut-être dans ton histoire. J'ai la chance d'avoir tout ça et donc je le mets au bénéfice de mes petits frères. Mettre en lumière les jeunes talents des Yvelines, c'est l'une des autres ambitions de Banlieue Ouest Mafia. Le 7-8, c'est la famille, on donne la force et on vient montrer ce qu'on sait faire surtout aussi. Il n'y en a pas deux comme moi. Je vais apporter ma touche, mon charisme. Rester concentré et j'apporte ma folie. C'est moi, tu me parles de musique, on va rapper, on va faire les trucs. Donc moi, il n'y a pas de complexe, viens en rap, il n'y a pas de souci. Je fais ça depuis que j'ai 10 ans de toute façon. Je suis né pour ça, donc autant le vivre à 200%. La compilation a même rassemblé au-delà des Yvelines. Le DJ Talkboxer héroltais McLeod a collaboré sur 78 Westside, un morceau à la sauce rap old school. C'était un peu J-Funk. Voilà, c'est ma cam, on va dire, tout ce qui est West Coast. Donc j'ai fait pourquoi pas, envoie le son, on va regarder ça. En plus dessus à La Fouine, voilà, c'est des légendes. 47 R, Chabot, magnifique. BOM compte en tout 18 morceaux. La compilation est disponible en physique et sur toutes les plateformes. Alors vous en pensez quoi, John Collet-Mallet, Gabriel Gontier, de cette nouvelle compilation ? Je trouve que c'est intéressant de pouvoir réunir les gens ensemble, participer, faire une activité. Et il y en a vraiment besoin aujourd'hui. Et c'est une initiative intéressante de ce point de vue. Bah surtout qu'on parle souvent de la concurrence dans le rap, mais comme quoi il y a aussi de l'union, donc c'est intéressant. Et puis il y a des rappeurs qu'on connaît bien, d'autres un peu moins, c'est l'occasion de les découvrir. Exactement, ça permet de découvrir de nouveaux talents. C'est bientôt l'heure de l'invité du 7-8, mais juste avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, nous devrions avoir un temps et des températures un peu plus automnales. Il fera 10 degrés à Houdan, Versailles et Rambouillet et 11 degrés à Mantes-la-Jolie. Durant l'après-midi, le temps reste stable. Nous devrions avoir de belles éclaircies. Au niveau des températures, ça grimpe légèrement. Il fera 17 degrés à Rambouillet et 18 à Houdan, Versailles et Mantes-la-Jolie. Et demain, nous fêterons la Saint-François. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8.
Alors, avis aux fans de la bande dessinée, le festival de la BD de Buc, c'est ce week-end. Pour en parler avec nous, John Collet-Mallet, je le rappelle, vous êtes le maire adjoint délégué à la communication pour la ville de Buc. Tout à l'heure, vous nous disiez à quel point c'était un rendez-vous important pour la ville. Et donc, c'est la 30e édition, la 30e année. Est-ce qu'il y a une programmation un peu spéciale pour cette 30e édition ? Oui, une programmation avec beaucoup d'auteurs qui viennent du monde entier. Plus de 50 auteurs, 53 précisément, qui viennent du monde entier, pas uniquement de l'Europe, mais partout. Et beaucoup d'activités également organisées qui ont démarré avant même le festival. Le festival, c'est pas que ce week-end. Il est présenté dans beaucoup de villes du département. Et on a ça s'étend sur Versailles Grand Parc. Ça s'étend sur Versailles Grand Parc et même au-delà, parce que nous allons, par exemple, dans des EHPAD jusqu'à Rambouillet pour rencontrer les personnes seniors, par exemple, pour personnes de public empêché. Donc, de ce point de vue, le festival a une vertu aussi pédagogique. Parce qu'on se déplace, on va dans les écoles, on rencontre les jeunes, on rencontre des publics différents. L'objectif, c'est de fédérer autour de la bande dessinée ? L'objectif, c'est de rencontrer. C'est vraiment c'est la marque de fabrique de ce festival de Buc, c'est la rencontre conviviale. Et ça, c'est vraiment à Buc et à ce festival que nous souhaitons le préserver, cette spécificité de ce festival. Donc on a organisé par exemple également beaucoup de séances de dédicaces dans des librairies, dans les villes aux alentours de Versailles Grand Parc. Nous avons fait également des expositions de bandes dessinées dans les différentes écoles, collèges, lycées des environs. Gabriel. Vous l'avez dit, vous allez vers les plus jeunes comme vers les plus âgés. Comment vous expliquez que la BD, ça reste un indémodable, ça perdure dans le temps en fait ? Alors aujourd'hui, nous avons des auteurs qui s'adressent à des publics plutôt jeunes, mais nous avons également des auteurs qui font participer des publics plus âgés. Par exemple, moi j'ai vu quand nous nous sommes déplacés dans des EHPAD, les auteurs aident le public à participer, à dessiner. C'est aussi un moyen pour eux de s'évader. Donc, oui, ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer. Et nous avons réalisé des albums avec ce public. Et ça, c'est fantastique quand on arrive à impliquer des personnes qui se découvrent tout d'un coup des talents. Donc, et ça, c'est vraiment formidable. Alors, on a vu l'affiche de cette 30e édition. Elle met à l'honneur les Schtroumpfs. Pourquoi ? Alors, l'affiche a été signée par Laurent Cagnin, qui est un auteur qui est très connu, qui a produit beaucoup d'albums autour des Schtroumpfs. Il a accepté de réaliser notre affiche cette année. Et c'était l'occasion de mettre à l'honneur le personnage des Schtroumpfs. Et alors, vous avez aussi prévu tout un tas d'animations. Il va y avoir un escape game, une fresque participative, également un spot manga show. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça ? Voilà, donc le spot, c'est la Maison des Jeunes à Buc. Et nous avons voulu impliquer les jeunes de 11 à 25 ans. Et dans le cadre de ce festival, il y a un escape game autour de ce thème qui va être organisé au spot. Il y est également prévu, nous avons prévu une bande dessinée spéciale pour les 30 ans. D'accord. Qui va être, c'est quoi cette bande dessinée ? Qui va être réalisée. Alors c'est un petit peu la surprise, qui va être dévoilée le jour par un auteur buccois. Et également un personnage qui est destiné à devenir un peu la mascotte du festival et qui sera dorénavant, qui ira partout quand on aura d'autres festivals à venir, mais qui va être également la mascotte de ce festival. Et donc voilà, donc tous ces événements, je ne peux pas tout vous dire, tout vous dévoiler. On va garder un peu de surprise également pour ce week-end, pour le public qui viendra. Alors on l'a compris, il y a beaucoup de choses. Vous disiez notamment qu'il y a des auteurs du monde entier. C'est une fierté d'avoir ce rendez-vous dans les Yvelines pour vous ? Oui, clairement oui, parce qu'on le voit d'année en année, le public vient en masse. Et si vous venez à Buc dès vendredi, vous verrez que les gens campaient déjà
et attendre devant le château de Buc. Et dans les visiteurs, il y a également des gens qui viennent de partout, c'est pas que des Yvelinois. Hein. C'est pas que des Yvelinois, les gens ils viennent en bus et ils attendent et ça c'est vraiment fantastique. Le festival commence à être connu au-delà de nos frontières, et bien évidemment au-delà du département, mais le festival est vraiment maintenant connu. Et encore une fois, je le répète, ce qui est très important, c'est ça demeure à taille humaine, 10 000 personnes, mais nous privilégions la rencontre des auteurs et du public. Vous avez le temps d'échanger avec un auteur, vous avez le temps d'aller vous faire dédicacer votre album, et vraiment vous êtes très proches, et c'est la rencontre conviviale, la spécificité de ce festival de Buc. Et alors parmi cette cinquantaine d'auteurs, quels seront les grands noms qui viendront, qui se déplaceront ce week-end ? Alors, cette année, je ne l'ai pas mentionné, nous avons aussi la chance de fêter les 30 ans d'un partenariat avec une ville allemande, Bad Schwalbach, et nous avons invité des auteurs allemands à nous rejoindre, à venir cette année à Buc. Donc là, vous aurez des auteurs de bandes dessinées allemands qui viennent, et également des noms qui sont connus, hein, comme l'auteur de Pezzi, Thierry Peduzzi, oui, qui sera là. Vous avez Nicolas Soge qui sera là, Sébastien Vastra. Donc ce sont des auteurs connus qui viennent de temps à autre à Buc et qui reviendront à nouveau. Et il y aura quelques avant-premières également ce week-end. J'ai cru entendre dire que certains auteurs viendront présenter pour la première fois leur BD. Certains auteurs vont venir également présenter pour la première fois la BD. Donc ça forme partie des petites surprises que nous avons réservées pour ce week-end. Vous avez une BD préférée, vous ? J'aime bien, quand j'étais enfant, j'aimais bien les BD de Pezzi, et habitant Buc maintenant, et cet auteur, quand il vient, j'ai sympathisé avec lui depuis quelques années maintenant, et je suis ravi, et il nous fait l'honneur de faire une BD qui va nous présenter en avant-première également. Eh bien, merci beaucoup, John Coleman, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et je vous attends à Buc ce week-end. Et moi, je vous souhaite un bon festival de la BD. Alors, si vous êtes intéressé, c'est ce week-end de 10h à 18h au château de Buc. L'entrée est gratuite. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Vous retrouverez demain à la présentation Grégory Canalet pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.